Alors donc je vais vous parler des fluctuations rétiniennes au cours de l'œdème maculaire diabétique. Alors c'est quoi les fluctuations? Eh bien par exemple ce patient qui a un OMD à gauche avec une baisse d'acuité visuelle à 3/10 et une épaisseur rétinienne centrale à 450 microns, on lui propose 5 IVT initiales d'anti-VEGF et donc on va réussir à l'assécher sans trop de problèmes. Puis, donc son acuité visuelle remonte, cette 10e, et on était au démarrage de la Flibercept, donc on introduit un régime bimestriel qui va bien au début, puis au bout d'un moment, l'effet asséchant s'épuise un petit peu, avec nécessité de rapprocher les injections. Il oscille entre des réépaississements de l'œdème, des assèchements, etc. Il oscille entre 3 et 5/10 en fonction de son épaisseur rétinienne centrale. Donc, on lui fait donc au total 12 Eylea sur 18 mois et il a une acuité visuelle là à 3/10, récidive de l'œdème. Donc, on fait un bilan un petit peu plus large pour chercher une autre cause d'entretien de l'œdème maculaire diabétique. Donc, on lui fait une polygraphie ventilatoire. Il n'a pas d'apnée du sommeil. On lui fait une ICG à la recherche de télangiectasie capillaire éventuelle qu'on pourrait traiter par du laser. Il n'y en a pas. Et donc, on décide de traiter par de la dexaméthasone. Donc, on lui fait une injection de dexaméthasone qui l'assèche, et il remonte son acuité visuelle à 6/10. Et puis, malheureusement, il y a une succession de fluctuations, de réinjections, parce qu'on n'arrive pas à l'injecter de façon proactive. Et donc, vous voyez que finalement, il va être pas mal injecté, et puis son acuité visuelle va osciller comme ça. Et je ne vous parle pas de son épaisseur rétinienne centrale. Donc c'est ça les fluctuations, c'est les séries d'épaississement, de réassèchement, de réépaississement qui sont potentiellement, c'est l'objet de mon topo, délétères pour la rétine. Donc comment évolue l'œdème maculaire diabétique dans le temps? Eh bien, initialement, on va avoir une accumulation de fluide intrarétinien et intracellulaire et extracellulaire. On va également avoir des troubles de l'homéostasie rétinienne avec une atteinte de la cellule gliale de Muller qui a pour objectif d'éliminer le fluide vers les vaisseaux sanguins, et en cas d'inflammation, d'œdème maculaire en conditions pathologiques, elle va perdre sa capacité à éliminer le fluide vers les vaisseaux et elle va se balloniser, comme vous la voyez ici sur ce schéma. Et donc, au fur et à mesure de cette ballonisation, au bout d'un certain temps, il va y avoir une dégénérescence de la cellule gliale de Muller. Et enfin, donc à des stades ultimes, irréversibles, l'œdème va conduire donc à une dégénérescence des cellules gliales de Muller et des cellules de la rétine externe et une atrophie qui va être irréversible. Donc, on a à notre disposition de nombreux traitements pour donc assécher la rétine et gagner en vision. Donc, lorsqu'on va injecter et traiter nos patients, quels sont les résultats auxquels on peut s'attendre? Eh bien, on peut avoir soit un assèchement, et donc là, on est content, on assèche la rétine, on améliore la vision le plus souvent. Soit on peut avoir une régression sous-optimale, et dans ce cas-là, on peut switcher d'une molécule à une autre, ou bien on peut avoir des fluctuations, comme je viens de vous le montrer dans ce cas clinique. Et donc, dans ce cas-là, on peut donc soit changer de molécule, soit adopter un régime plutôt proactif, c'est-à-dire réinjecter le patient avant qu'il récidive, ou bien utiliser des molécules à plus longue durée d'action pour éviter les fluctuations rétiniennes. Donc on le sait, il existe une association entre l'épaisseur rétinienne centrale et l'acuité visuelle dans 75% des cas des patients. Et donc l'objectif est donc d'assécher la rétine pour pouvoir améliorer la vision. Alors, les fluctuations de l'épaisseur rétinienne centrale ont été montrées comme étant associées à de moins bons gains visuels. Ici, je vous présente cette étude de Starr et collaborateurs qui avait divisé les patients issus des protocoles V et T du DRCR-NET en 4 quartiles en fonction de leur fluctuation de la rétine. Et on voit dans le quartile 4, donc tout en bas dans chaque graphe, que les patients qui fluctuent le plus vont avoir les gains visuels les plus faibles au cours de leur traitement. Ici encore, une autre étude qui s'intéresse au lien entre l'importance de la fluctuation, donc qui est en abscisse ici, avec le résultat fonctionnel à la fin du traitement. Et vous voyez que vraiment, il y a une association qui est assez forte. Donc nous, on s'est intéressé à Avicenne à évaluer l'impact des fluctuations rétiniennes sur le résultat fonctionnel des patients. Et nous avons donc inclus 80 yeux de 80 patients qui avaient en moyenne 68 ans, qui étaient principalement diabétiques de type 2, insulinodépendants, qui avaient une hémoglobine glycée moyenne de 8%, qui étaient principalement pseudophaques avec une rétinopathie diabétique plutôt sévère, non proliférante sévère, qui étaient dans 60% des cas déjà traités par des anti-VEGF. Dans 40% des cas, c'était des patients naïfs qui avaient une acuité visuelle initiale moyenne de 68 lettres et une épaisseur rétinienne moyenne de 420 microns.
De la même façon que l'étude que je vous ai présentée juste avant, on retrouve une association assez nette entre le degré de fluctuation de la rétine et la mauvaise vision finale dans notre étude. On a divisé également les patients en 4 quartiles de fluctuation. Donc le quartile 1 qui est le quartile des patients qui ne fluctuent quasiment pas et le quartile 3 et 4, ceux qui fluctuent le plus. Et on voit que plus les patients fluctuent et plus on a une association avec un gain visuel qui va être plus faible. Alors on s'est intéressé à savoir s'il existait des facteurs associés à ces fluctuations au cours du temps, des facteurs à baseline pour pouvoir identifier quels sont les patients qui vont fluctuer. Et le facteur principal qu'on a mis en évidence, c'est l'acuité visuelle initiale basse. Lorsque les patients vont avoir un œdème maculaire diabétique avec une mauvaise vision initiale, ce sont ceux qui vont fluctuer au cours du temps et nécessiter le plus de traitements. Et donc il va falloir être plutôt proactif chez ces traitements ou chez ces patients, ou utiliser des molécules à plus longue durée d'action. Et on le voit notamment au travers de l'étude Paladin. Ici, on voit qu'on a des patients qui ont beaucoup de fluctuations rétiniennes. Vous le voyez sur cette courbe d'épaisseur rétinienne centrale. Et lorsqu'on va proposer une injection d'acétonide de fluocinolone ici, on va réduire les fluctuations. Vous voyez, la rétine ne fluctue quasiment plus. Et donc, c'est l'intérêt d'un traitement à longue durée d'action. Lorsqu'on regarde les 4 différents quartiles de fluctuation qui sont sur la droite, vous voyez que là encore, les 2 quartiles qui fluctuent le moins, donc en noir et en bleu, sont ceux qui vont avoir les meilleurs gains visuels. Donc au total, plus le degré de fluctuation est important au cours du traitement de l'œdème, plus l'acuité visuelle finale va être basse. L'acuité visuelle initiale est un facteur de risque de fluctuation et donc en cas d'acuité visuelle initiale basse, il faut, je pense, favoriser un régime proactif avant la récidive de l'œdème ou un traitement à longue durée d'action. Voilà, je vous remercie pour votre attention.